Intéressons-nous à un écrivain et à ses ouvrages, car il y a de l'actualité dans le milieu littéraire à arriver en octobre. Je vous propose de dresser un portrait de Fabrice Pittet. Il est suisse et il est l'auteur notamment de Massango et des Chroniques écarlates. En octobre sortira chez Fantasy Éditions De sang et de froid. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors avant de parler de vos ouvrages et de cette actualité avec De sang et de froid, intéressons-nous un peu à cette vocation d'écrivain. Dites-moi quand et si vous vous en rappelez et comment est venue cette vocation. Oui, j'ai bien peur qu'il faille remonter très très loin dans le temps, puisque finalement, moi j'ai toujours été très très fan, un fan assidu, un gros mordu de toutes les histoires que je pouvais lire sous forme de fanzine, sous forme également de BD, mais aussi et surtout de romans. Et c'est vrai qu'il y a eu un espèce de melting pot comme ça de mon esprit qui s'est créé très très vite avec tout ce que je lisais dès le début, sitôt que j'ai commencé à lire finalement. Et puis c'est venu vraiment la fièvre de la lecture est venue à je dirais à 10-12 ans quand j'ai commencé des études un peu plus sérieuses dans le monde littéraire. Et à côté de ça, évidemment, je suis un grand fan de cinéma. Alors, je pense que le cinéma, même si c'est pas le même le même média, il y a quand même là derrière quelque chose qui est important, c'est que j'ai toujours été très fan des histoires qu'on me racontait, très sensible aux choses que je voyais, très sensible aux choses que je lisais. Et finalement, je crois qu'au bout d'un moment, c'est pas que j'en ai eu assez de consommer, mais j'ai aussi eu envie de créer moi-même quelque chose. Et je me suis adonné au dessin, à la peinture, un petit peu au court-métrage, mais très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait ses limites. Et j'ai choisi en fait un moyen d'expression qui n'a pas de limite, c'est les mots, les phrases, l'agencement des mots, qui permettent en fait un peu, à condition évidemment qu'on maîtrise les bases du français, je dirais, mais c'est vraiment le moyen d'expression qui m'a permis de pouvoir raconter des histoires de bout en bout, sans avoir de limites liées à l'argent, liées au cadre du dessin, liées à mes compétences aussi de dessin. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai commencé à raconter des histoires avec cette envie, disons, de raconter mon propre univers, peindre mes propres personnages. Je crois que mais avant tout, c'est la lecture et également le cinéma. Je dirais que c'est ce qui a nourri mon imaginaire à la base. Alors avant de pouvoir être publié, j'imagine qu'on en écrit des histoires, on les fait lire autour de soi, à ses proches. Est-ce qu'on fait des études particulières pour se faciliter la tâche et au niveau de l'écriture? Alors, je pense que le problème, c'est que je crois qu'il n'y a pas une seule recette de réussite. Il y a des gens qui ont besoin, je crois, d'avoir très vite une espèce de coaching, qui ont très vite besoin qu'on leur donne des conseils, qui doivent essayer de rentrer dans un espèce de cadre qu'on pourrait leur proposer au départ. Alors moi, je suis plutôt autodidacte, c'est-à-dire que alors j'ai fait des études littéraires qui m'ont sans doute aidé à maîtriser un peu la langue française à la base, avec évidemment pas seulement l'orthographe, mais plutôt la syntaxe, la construction des phrases. Alors oui, là peut-être qu'il y a un petit peu de travail à la base, c'est mes études qui me l'ont permis. Mais après, je me suis lancé à la base, je suis biologiste. Alors vraiment, j'ai viré de bord. Je suis devenu scientifique avec l'esprit vraiment très cartésien. Donc du coup, j'ai commencé en littéraire et j'ai fini en scientifique. Donc c'est quand même les on va dire deux univers qui sont relativement opposés, en tout cas dans l'esprit des gens, et ça m'a pas empêché d'écrire. À la base, évidemment, j'ai écrit des choses pour ma scolarité, etc. Mais après, je dois dire que j'ai été extrêmement autodidacte. Donc, les quelques premières histoires que j'ai écrites, évidemment, je me suis un petit peu cassé les dents. C'était pas très très bon. J'ai dû revenir beaucoup de fois dessus. J'ai dû déchirer quelques pages, faire relire aux autres aussi, c'est clair. Mais c'est avant tout et surtout énormément de travail. Et moi, je préfère me planter 10 fois et me relever 10 fois plutôt que qu'on me dise en fait ce que je dois faire pour bien faire. Alors, c'est mon caractère qui vaut ça en fait. Voilà. Alors avant de publier des récits entièrement les vôtres, vous avez participé à des ouvrages un peu collectifs avec d'autres auteurs? Oui, c'est ça. Alors, bon, évidemment, au départ, pour charmer, je dirais, un petit peu les maisons d'édition, et en fait, c'est aussi un moyen, c'est très formateur, c'est la nouvelle ou le mini-roman. Alors, bon, on peut mettre les limites où on veut, mais j'entends un mini-roman, on dira que c'est entre le roman et la nouvelle, c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler ce que les anglo-saxons appellent la novella.
Et bien, j'en ai envoyé quelques-unes de ces petites histoires, ces histoires courtes à gauche, à droite. Et finalement, je me suis très bien entendu avec Olivier Luzetti de Fantasy Edition, ce qui m'a permis d'être édité chez lui avec une histoire. C'est à partir de cette histoire que tout a commencé. Finalement, c'est La Gloire écarlate. C'est une nouvelle de une quarantaine, cinquantaine de pages. Et effectivement, elle a été donc d'abord publiée sous format numérique et ensuite publiée dans un recueil avec 4 ou 5 autres de collègues auteurs avec lesquels j'ai eu la chance de partager quelques bouts de papier. Donc c'est vrai qu'au départ, je dirais que tout a commencé avec un collectif. C'est comme ça que je me suis fait un tout petit peu connaître. C'est avec ça que je suis rentré de plein pied, on dira, dans le monde de l'édition. C'est pas un monde facile, mais disons que c'est peut-être ce qui m'a permis d'avoir un petit pied à l'étrier, on dira comme ça. Ensuite, le premier roman que vous avez publié, c'est un recueil de ces mini-histoires, mais entièrement les vôtres, qui s'appelle Les Chroniques écarlates. Moi, j'aimerais parler du deuxième ouvrage que j'ai eu la chance de lire, Massango. Ce qu'on peut voir, en tout cas, à travers ces ouvrages, c'est que la fantasy est votre domaine de prédilection, peut-être. Est-ce que c'est quelque chose qui est fort dans votre culture, ou est-ce que vous êtes aussi fan de d'autres genres comme la science-fiction ou peut-être les romans policiers ou d'autres genres littéraires? Alors, je suis avant tout fan, je dirais, d'imaginaire. Donc, évidemment, ça englobe tout un tas de sous-catégories, on dira. Je suis extrêmement fan de science-fiction. Par contre, je me verrais pas du tout en écrire. Je sais, c'est très difficile à expliquer pourquoi. Je pense aussi que j'ai eu un énorme choc cinématographique avec Le Seigneur des Anneaux et j'ai grandement l'impression que c'est peut-être à partir de là que je me suis orienté dans la fantasy, avec évidemment des auteurs à côté que j'adore, comme Moorcock, comme David Gemmell, qui pour moi est voilà, peut-être le plus grand auteur de fantasy de tous les temps, en tout cas en ce qui me concerne, parce qu'il cumule, disons, toutes les qualités, en tout cas ce que je peux considérer comme des qualités, chez un auteur de fantasy. Et c'est peut-être la fantasy, je l'ai choisi surtout parce que c'est un univers dans lequel je me sens très très bien. Il y a peut-être aussi un autre côté un peu moins avouable, je dirais. En science-fiction, quand on fait de la RDSF ou de la science-fiction, on n'a pas le droit de tricher avec certaines choses, certaines règles essentielles, élémentaires de science. Même si je suis à la base scientifique et je pense que je pourrais être relativement capable de faire quelque chose en SF, c'est des contraintes qui me plaisent pas trop, en fait. Et je préfère, alors je sais qu'il y a des auteurs qui adorent avoir justement ce genre de contraintes. Moi, c'est plutôt l'opposé. J'aime pouvoir créer absolument tout sans avoir besoin de me dire est-ce que ce serait forcément hyper réaliste dans la vie de tous les jours. Et je pense que la fantasy me permet ce genre de choses, sans trop évidemment rentrer dans le faire des caricatures de tout et puis partir avec des choses complètement loufoques, hein, mais je pense que la fantasy me permet de laisser aller mon imaginaire, de faire travailler mon imagination sans avoir de carcan, en fait. Voilà. En plus, je pourrais ajouter qu'il y a des codes dans la fantasy qui me parlent personnellement, des choses qui me sont extrêmement chères. Donc du coup, c'est vrai que la fantasy, peut-être, c'est pour ça que j'ai choisi ce monde-là pour m'exprimer. Mais c'est pas impossible. J'ai déjà écrit 2-3 choses en SF. C'est pas impossible que je me lance dans quelque chose un peu plus réaliste peut-être une fois. Mais si je me lance dans un écrit ou un récit réaliste, ce sera de toute façon quelque chose de très très sombre. Parce que j'ai besoin peut-être d'avoir justement toujours ce côté sombre, ce côté pas forcément folichon en fait dans mes écrits. Alors je vous propose de nous intéresser à Massango, ce gladiateur, qui est le titre du deuxième roman, celui que j'ai eu la chance de lire. La fantasy, en tout cas comme on peut l'imaginer avec ses magiciens, ses codes, les choses un peu fantastiques, n'apparaissent pas forcément dans ce livre. On a l'impression que c'est plutôt un roman. C'est un roman avec des gladiateurs qui pourrait être transposé dans l'époque romaine, mais plus on lit et plus on imagine un monde qui pourrait très bien faire l'objet d'un jeu de rôle. Oui, alors ça vient sans doute du fait que finalement Massango c'est pas un roman isolé. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé à écrire, ça remonte à 2004 où j'ai commencé à écrire vraiment avec assiduité, je dirais.
je me suis amusé à fabriquer un monde avec une géographie, avec des peuples, une culture, des religions également. J'ai écrit 4 romans qui n'ont jamais été publiés parce que j'ai jamais osé les envoyer aux maisons d'édition. Et Massango, finalement, c'est juste une extension de ce monde. Et j'avais déjà posé les bases de ce monde bien des années auparavant. D'ailleurs, les Chroniques écarlates, qui est mon premier livre qui regroupe mes 6 histoires, sont issues également du même monde. Du coup, Massango, c'est plus une espèce de fenêtre ouverte sur un lieu, une géographie bien précise dans le monde que j'ai inventé. Alors c'est peut-être pour ça que ça donne l'impression quelque chose de plus vaste là derrière. Ça, c'est réel. Il y a quelque chose de plus vaste là derrière. C'est peut-être ce qui vous a donné l'impression que ça pourrait se prêter à un univers de jeu de rôle. Est-ce que c'est facile de choisir un héros, entre guillemets, qui soit si différent de ceux qu'on a l'habitude de voir? Il est gladiateur, il est voué à en prendre plein la tête, il est noir, en plus il vit une histoire d'amour interdite, et malgré tout ça, c'est facile de s'attacher à ce personnage. Vous le vouliez exactement comme ça, ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Alors, c'est extrêmement compliqué. Alors, Massango, au départ, je l'avais dans l'esprit avec disons, je m'étais focalisé sur ce personnage durant plusieurs jours et je me suis effectivement imaginé ce personnage de manière assez complète. Mais il y a quelque chose d'assez étonnant et je pense que mes collègues auteurs pourront pas démentir, c'est qu'au final, un personnage, quand on commence à le faire vivre vraiment, c'est-à-dire au fil des pages, petit à petit, il commence à prendre plus de consistance qu'au départ. Et surtout, il nous emmène des fois dans des retranchements, des lieux, pas physiques, mais je dirais plutôt mentaux, qu'on n'avait pas soupçonné auparavant. Et je pense que Massango, il était créé avant que j'ai commencé à écrire, mais il s'est complété au fil des pages. Vraiment. Et c'est ce qui m'a permis peut-être de le rendre un peu plus complet, un peu plus, peut-être, j'espère, un peu plus original. Mais voilà, je l'avais dans l'esprit, mais il a vraiment pris cher et corps lorsque j'ai écrit mes quelques centaines de pages avec lui. C'est un monde vraiment dur que vous nous dépeignez dans Massango et du coup dans les Chroniques écarlates, un endroit où les riches dominent, où ont le pouvoir et il y a une vraie fracture sociale entre ceux qui triment et ceux qui ont l'argent. Oui, alors c'est clair. Bon, il est pas. C'est quand même des choses qui me tiennent à cœur. Et effectivement, et je pense que je suis pas allé chercher très très loin cette inspiration, puisqu'on a malheureusement des exemples dans la vie de tous les jours, encore à l'heure actuelle sur notre planète, qui est bien réel. Donc, c'est peut-être aussi la fantaisie me permet souvent de traiter de sujets qui me tiennent à cœur, des sujets qui me rebellent, des sujets qui me taraudent l'esprit à longueur de journée. Et c'est vrai que peut-être c'est une forme je sais pas, d'exorcisme, d'écrire, j'en sais rien. Après, il faudrait peut-être faire parler un psy pour me donner raison ou tort. Mais disons, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de parler des choses. C'est fascinant finalement de parler de problèmes réalistes et de les transposer dans un monde complètement imaginaire. Ça donne du poids à ce qu'on fait, ça donne peut-être du réalisme aussi à ce qu'on fait, tout simplement. Et surtout, et je pense que c'est là le principal, il n'y a que de cette manière, à mon sens, où on peut toucher un lecteur, c'est-à-dire en parlant de choses qui le touchent lui-même. Et quoi de mieux finalement que de parler de ces conflits sociaux qu'on a à l'heure actuelle, avec aussi, malgré tout ce qu'on pourra dire, tout ce qu'on pourra faire, encore ce racisme qui est omniprésent dans nos sociétés et qui me rebelle au plus haut point. Alors l'actualité de Fabrice Pittet, c'est la sortie en octobre du prochain roman 200 et de froid. Ce sera un roman qui aura lieu dans le même monde que Massango et les autres? Exactement, tout à fait. On n'est pas du tout dans la même zone géographique. Dans Massango, on est plutôt dans le sud avec, je dirais, une température relativement élevée. J'ai plutôt pensé au sud de la France, au nord de l'Afrique plutôt, quand j'ai commencé à écrire Massango. Donc on est quelque chose c'est pour ça que la couverture, on est dans les ocres, comme ça, on est dans les teintes un peu rougeâtres. Et chaudes, alors que de sang et de froid, comme son nom l'indique, on est carrément à l'opposé. On est en Arctique, donc à l'extrême nord de la planète que j'ai inventée, qui s'appelle l'étoile.
Et on va suivre effectivement un petit groupe de barbares, d'Arctiens, donc qui sont un petit peu, on dira, pour donner une image que tout le monde connaît, un petit peu mon peuple de Vikings, avec effectivement des bons gros balèzes, avec des haches à deux mains, parce que c'est toujours une imagerie que j'ai énormément appréciée depuis tout petit, avec, je pense sans doute sous l'impulsion, sous l'influence disons de Frazetta ou d'Adrian Smith, des artistes que j'adore énormément. Et voilà, donc ça se passe vraiment dans un contexte très froid, très glauque, mortel. Et évidemment, j'ai tâché de placer mon histoire malgré le fait que ce soit dans un contexte complètement mortel, odieux, et froid et glacial, j'ai quand même essayé d'en tirer une certaine chaleur humaine et j'espère y être arrivé. On peut s'apercevoir que vos livres sortent en format dur, comme on peut dire, mais aussi en format numérique. C'est une volonté pour vous de vouloir s'adapter à ces nouveaux formats de lecture et de pouvoir toucher ainsi le plus grand nombre? Alors effectivement, ça vient de ma maison d'édition, donc Fantasy Édition, qui s'est mis un point d'honneur en fait à nourrir les deux côtés justement de la littérature avec le côté très. C'est vrai qu'on critique énormément ces temps, enfin peut-être pas ces temps, depuis quelque temps en France, en Suisse, j'ai souvent affaire à des gens qui critiquent le format numérique pour son côté un peu froid. Il y a des gens qui continuent à aimer le côté papier, ce support en dur qu'on peut placer dans une bibliothèque. Et je me rends compte que finalement, enfin en tout cas moi en ce qui me concerne, je lis sur les deux tableaux. Hein. Je lis du papier et je lis aussi beaucoup de numérique. Et je pense que c'est important de pouvoir offrir ça aux lecteurs, offrir le choix. C'est-à-dire d'avoir leur format papier ou leur format numérique qui coûte effectivement moins cher et qui, à mon avis, c'est personnel, mais qui ne dégrade absolument pas l'œuvre qui est insérée dessus. J'ai pas eu l'impression, en lisant des bouquins numériques, de lire un sous-produit par rapport au format papier. Alors, vous êtes édité chez Fantasy Édition. En préparant cette interview, vous me disiez que vous étiez déjà en train de préparer la suite. Est-ce que ça veut dire que quand on a commencé à écrire et qu'on est publié, en fait, on n'arrête jamais? Ben, de toute façon, même si je crois qu'un auteur, une fois qu'on a le doigt dans l'engrenage, je dirais que même si on n'a pas de maison d'édition, on est obligé d'écrire. Enfin, c'est vraiment un besoin, sans rentrer dans les grands mots, mais un besoin quasiment vital, journalier, quotidien, disons, que j'ai. Donc finalement, c'est pas pour finalement nourrir la machinerie ou l'industrie de la maison d'édition, pas du tout. D'ailleurs, mon éditeur me pousse pas chaque jour à écrire de nouvelles pages, etc. C'est vraiment moi qui le veux. Tout simplement, c'est un besoin que j'ai d'écrire et ça rend la tâche très facile finalement de pouvoir tenir des deadlines, puisque finalement c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc c'est un besoin vraiment journalier. Et c'est pour ça que je couche des lignes et des lignes chaque jour. Il faut écrire chaque jour, parce qu'il y a que comme ça qu'on progresse, à mon avis. C'est pas en laissant le plan 6 mois, en écrivant de nouveau 3 semaines, en remettant tout sur le tapis 3 mois après, encore une fois. C'est pas comme ça qu'on avance, à mon sens. Il faut vraiment écrire tous les jours un petit peu, mais écrire tous les jours. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein. J'ai entendu des gens comme R.R. Martin le dire. George Martin l'a dit lors d'une conférence à laquelle j'ai assisté, et c'est le premier conseil qu'il a donné aux auteurs qui avaient dans la salle. Donc, c'est pas moi qui le dis, il y a mieux que moi, disons, qui prétend que c'est la meilleure façon de fonctionner. Donc, c'est un besoin et c'est une passion que j'assouvis chaque jour. Et c'est pour ça que j'arrive à maintenir un rythme j'espère, assez satisfaisant dans mes parutions. L'autre travail entre guillemets de l'auteur, c'est la rencontre avec son public, c'est-à-dire que les livres, il faut les présenter dans des salons, dans des rendez-vous organisés. C'est quelque chose qui est appréciable, qui est contraignant pour vous? Alors, pour moi, c'est pas du tout contraignant, c'est même un plaisir. J'ai le contact facile. Enfin, je suis vraiment j'ai un travail en fait où je suis dans le social un petit peu tout le temps. Donc, j'ai l'habitude de parler à des gens, j'ai l'habitude de rencontrer des gens. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc, c'est vrai que parler de mon travail ou présenter mon travail à des inconnus, c'est pas du tout quelque chose qui me pose problème. Au contraire, c'est même quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est pas du tout contraignant. Ce qui est plus ennuyant en tant que Suisse,
c'est que chez nous en Suisse, en tout cas par rapport à la France, je peux faire la comparaison, on a très peu d'occasions durant lesquelles on peut faire valoir notre travail, durant lesquelles on peut présenter notre travail. On a très peu de salons. En France, vous en avez énormément, partout, quasiment, dans plein de régions différentes. Enfin, en étant sur les réseaux sociaux, je me rends compte à quel point la France a de la chance d'avoir autant de salons durant lesquels les auteurs peuvent venir présenter leur travail, ce qui n'est absolument pas le cas en Suisse. Donc, on a très très peu d'occasions pour les vendre, nos livres. Mais par contre, chaque fois qu'on en trouve un, on essaye de se déplacer pour y arriver. Merci beaucoup Fabrice Pittet. Je rappelle que vous êtes l'auteur des Chroniques écarlates, de Massango, et au mois d'octobre à venir, donc chez Fantasy Éditions, de sang et de froid. Vous avez une page Facebook où l'on peut vous suivre, Fabrice Pittet-auteur. Et puis je vous invite à aller sur la page de Fantasy Éditions pour trouver les ouvrages de Fabrice Pittet. Je vous invite et je vous conseille grandement à lire. Merci beaucoup et à une prochaine et bonne rentrée littéraire avec De sang et de froid. Merci beaucoup Xavier, à bientôt.